Bonjour, dans cette série de vidéos consacrée à l'anatomie du système porte hépatique, ou autrement appelé veine porte hépatique, nous allons aborder les éléments essentiels pour la bonne compréhension de ce système porte en question. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un système porte? À savoir que le système porte hépatique n'est pas le seul système porte de l'organisme chez l'homme. Un système porte, c'est un vaisseau interposé entre deux lits capillaires. Et en l'occurrence, pour le système porte, voilà, le premier lit capillaire est constitué d'un côté par les artères qui vascularisent le tube digestif et ses glandes annexes, avec donc les veines qui vont récolter le sang résultant de l'activité des viscères digestifs et aussi de la rate, comme nous le verrons. Et ensuite, un deuxième lit capillaire qui est situé au niveau hépatique, dans la glande hépatique, et qui va, lui, se poursuivre par les vénules qui iront constituer les veines sus-hépatiques qui se draineront alors en passant à travers le diaphragme vers le cœur et l'oreillette droite du cœur. OD, ici c'est la veine cave inférieure. Ici nous avons donc le fameux tronc porte, ou la veine porte, et donc un premier lit capillaire entre les artères mésentériques par exemple, l'artère mésentérique supérieure, un lit capillaire au niveau d'une portion du tube digestif, l'intestin grêle ici, puis donc les branches constitutives du tronc porte, et ensuite effectivement ici on est au niveau du foie. Voilà. Donc nous allons maintenant voir plus en détail ce qu'est réellement le système porte hépatique. Donc, premier schéma qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de tous les aspects que nous allons traiter dans cette série de vidéos. Donc tout d'abord, en haut, on va représenter le foie. Donc glande hépatique qui reçoit donc ce fameux tronc porte, ces branches de division. Donc, la glande hépatique en vue antérieure, comme ceci. On retrouve ici le ligament rond du foie, qui aura son importance dans la description du système porte. En dessous, la vésicule biliaire ici, puis légèrement descendu par rapport à la situation habituelle du foie par rapport au cadre duodénal, on représente ce cadre duodénal. Normalement est situé sous la face inférieure et le bord antérieur du foie. Donc je représente d'abord le génus superius ici, premier duodénum, deuxième duodénum, génus inferius, troisième duodénum et quatrième duodénum ici. Voilà. On retrouve dans effectivement la concavité creusée par les courbures du duodénum, le pancréas, les différentes parties du pancréas, donc la tête ici, plus bas on a le processus incinatus ou petit pancréas de Winslow, et ensuite on a effectivement l'isthme, et le corps, puis la tête. La queue, pardon, excusez-moi. Voilà, donc le pancréas en question. Voilà, on va raccourcir un peu. Et au niveau de la queue du pancréas,
on retrouve la rate. Donc, organe hématopoïétique qui lui aussi sera drainé par le système porte hépatique. Donc, le système porte hépatique draine l'ensemble des viscères digestifs et la rate, l'organe liénique. Donc ici, on retrouve son borante qui est crénelé et à sa face interne, on retrouve son hile qui laissera passer les vaisseaux spléniques. Voilà. Autre élément qu'on peut représenter ici, on aperçoit donc une partie de l'estomac ici, voilà, qui recouvrira aussi pour partie la rate. Voilà. Donc c'est à titre schématique. Voilà, ici c'est l'estomac, la rate, le duodénum, le pancréas, le foie, et on rajoutera également sur cette vue très éclatée et schématique, le rectum en coupe horizontale ici. Voilà, donc ici on est au niveau du rectum. Donc ici je mets un S pour splénique, pour la rate. Voilà. Et également on peut rajouter très succinctement ici, voilà, le cæcum et la portion terminale de l'iléon ici. Voilà. Voilà, avec la valvule de Bohin ici. Voilà, les bandelettes du côlon, bandelettes musculaires antérieures. Donc voilà, sur cette vue éclatée, nous allons pouvoir placer les différents éléments qui nous intéressent pour aborder cette vue d'ensemble du système porte hépatique. Donc, le système porte hépatique naît, enfin la veine porte naît de 3 branches d'origine que sont la veine mésentérique supérieure, la veine splénique et la veine mésentérique inférieure. Donc commençons par la veine mésentérique supérieure qui va naître de la réunion de différentes branches au départ de l'intestin, donc du jéjunum, de l'iléon et du côlon droit, et qui drainera également des vaisseaux en provenance du pancréas et donc pancréas la tête, et enfin toute la partie plutôt droite du pancréas, et le duodénum également. Donc, après s'être constitué par ces différentes branches qu'on va représenter, le tronc de la veine mésentérique supérieure va d'abord être antérieur par rapport au cadre duodénal, puis passer entre le processus incinatus en arrière et l'isthme du pancréas en avant, pour donc devenir rétro-pancréatique. Et c'est à ce niveau-là qu'il s'abouchera avec la veine splénique, et il s'unira avec la veine splénique pour former le tronc porte, et la veine mésentérique inférieure, nous verrons, s'abouchera à des endroits différents en fonction des individus. Donc, on représente la veine mésentérique supérieure, qui a un trajet vertical avec une légère concavité externe et qui naît de la réunion donc de plusieurs branches. Donc ici, on a soit effectivement la branche d'origine principale de la veine mésentérique supérieure selon certains auteurs, ou selon d'autres auteurs, c'est la branche iléale, donc qui récupère les vaisseaux, le tronc iléal, qui récupère donc les branches veineuses iléales, qui sont en provenance des arcades veineuses. La disposition ici est la même qu'au niveau artériel. Et ensuite, on se retrouve avec un tronc jéjunal intermédiaire, ou deuxième tronc jéjunal, et un tronc jéjunal principal, qui aussi donneront un bouquet de branches qui également formeront ces arcades
voilà, qui draineront donc le contenu du jejunum et de l'iléon. À savoir qu'effectivement, le calibre des veines diminue au fur et à mesure qu'on se rapproche de la terminaison de l'intestin grêle. Et donc, voilà, donc on a 3 troncs pour l'intestin, un premier tronc jéjunal, deuxième tronc jéjunal ou tronc intermédiaire, et un tronc iléal qui récolte lui, les branches beaucoup plus nombreuses des anses grêles de l'iléon. Voilà. Donc, on a également la branche iléocolique, voilà, qui naît elle-même de la réunion de 5 branches. Donc, une branche sécale antérieure, une branche sécale postérieure, une branche appendiculaire pour l'appendice vermiforme, une branche iléale et une branche colique qui ira se réunir à la branche colique descendante de la veine colique moyenne quand elle est présente, voilà, puisqu'elle est inconstante. Et ensuite on aura effectivement ici ce qu'on appelle le tronc gastrocolique de Henle, qui récoltera lui, alors gastro-pancréatico-colique, c'est vrai plus exact, puisqu'il va récupérer très souvent le sang en provenance de la duodéno-pancréatique. Il donnera également, il sera constitué également de la veine gastro-épiploïque droite, ou gastro-mentale droite en nouvelle nomenclature, qui s'anastomosera avec une gastro-mentale gauche pour former le cercle veineux de la grande courbure de l'estomac, que nous verrons tout de suite après. Voilà, et donc une branche colique supérieure, droite, qui s'anastomosera avec la colique moyenne quand elle est présente, et qui donnera la veine colica media, qui pénétrera dans le côlon transverse. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, on a notre première branche d'origine verticale du tronc porte, de la veine porte. Et on a également ensuite, donc on l'a vu, une veine splénique qui naît donc de 4 à 5 branches veineuses en provenance de la rate et qui va avoir un trajet rétro-pancréatique. Voilà. Bon, je le fais par transparence, on considère que le pancréas ici est en transparence. Voilà. Ce qui me permettra de mieux distinguer les branches d'origine. Donc voilà, il y a union de la branche horizontale splénique avec la branche horizontale mésentérique supérieure, et cette union forme un angle de 80-90 degrés. Et donc voilà, c'est ces deux branches principales qui donnent effectivement le tronc porte, et la veine mésentérique inférieure, troisième branche d'origine, pourra s'aboucher de différentes manières, mais le plus souvent, effectivement, elle s'abouchera au niveau de la veine splénique. À savoir qu'elle peut s'aboucher également, c'est plus rare, dans la veine mésentérique supérieure, ou à la jonction des deux, ou par un tronc commun, le tronc splénomésaraïque. Voilà. Donc on représente la veine mésentérique inférieure qui, elle, naît de l'origine des veines, enfin de l'affluence des veines rectales supérieures qui sont situées à la face postérieure du rectum. Et de la même façon, on aura une disposition assez similaire à celle de son homologue de droite, c'est-à-dire qu'on aura effectivement une veine colique supérieure qui divisera en deux segments, qui donnera des arcades aussi, hein, bien sûr, mais enfin, c'est une veine, donc c'est une description inverse des artères. Donc une veine colique supérieure qui naîtra de la réunion d'une branche descendante et d'une branche montante, une colique moyenne quand elle est présente, c'est-à-dire que là à nouveau elle est inconstante, et une colique inférieure qui elle naît de la réunion de trois branches que sont les branches sigmoïdiennes, supérieures, moyennes et inférieures.
donc pareil, elle passe en arrière du pancréas. Donc nous avons nos 3 branches d'origine. Juste un mot donc sur les branches annexes de la veine splénique. Donc nous avons également, comme nous l'avons dit, la gastro-omentale gauche qui passera dans le spléno-gastrique, hein, pour rejoindre la gastro-épiploïque droite, gastro-omentale droite ici. On aura également des veines qui viendront de l'estomac, sa paroi postérieure, veine de la grosse tubérosité, et bien sûr des veines pancréatiques, hein, toutes à la face postérieure de la glande en question. Et donc voilà, on va pouvoir passer maintenant au tronc-porte, dont on a vu l'origine, qui est situé en général au niveau de L1, L2. Et ensuite, ce tronc va se diriger obliquement en haut et en dedans, après avoir eu un trajet concave en avant. Donc en passant sous la glande, on reverra ça sur des coupes, ce sera plus clair. Voilà. Et donc ensuite, on a effectivement ce tronc-porte qui va, pareil, à nouveau, on va représenter le foie en transparence. Et donc ce tronc-porte va se diviser en 2 branches, droite et gauche, qui vont se distribuer à l'ensemble des segments du foie. Donc on aura ici, du côté gauche, on va représenter les branches de division des branches hépatiques, comme ceci, avec ici ce qu'on appelle le récessus de Rex, hein, où l'on trouvera une veine qui est la veine du ligament rond du foie, hein, et qui sera, on le verra, la voie de l'anastomose porte-cave para-ombilicale. Voilà. Donc, on va parler un petit peu rapidement de la segmentation hépatique juste après que j'ai placé les branches, comme ceci. Voilà. Donc cette distribution est une distribution segmentaire fonctionnelle, hein, qui n'a aucune, qui est une réalité, c'est la réalité de la distribution des veines, des artères et aussi des voies biliaires, mais qui morphologiquement n'est pas distinguable d'un point de vue macroscopique, hein. C'est-à-dire qu'effectivement cette disposition des différents territoires segmentaires portales hépatiques résulte d'observations liées effectivement à des ligatures de certains territoires veineux qui permettent de découvrir quels sont les territoires fonctionnels de distribution du sang portal, ce qui laisse donc apparaître différents territoires, donc un territoire segmentaire, un segment portal latéral droit, un segment portal paramédian droit, un segment portal paramédian gauche, et un segment portal latéral gauche, hein, donc qui délimite 3 scissures ici, qui sont donc encore une fois des scissures fonctionnelles, hein, qui n'est pas morphologique. Et donc effectivement on aura ici le foie droit et le foie gauche, ce qui est différent des lobes droits et lobes gauche du foie, comme nous le reverrons plus tard. Donc maintenant que cette distribution, cette vue d'ensemble est placée,
nous allons pouvoir analyser chacun des éléments essentiels de cette description anatomique, en commençant donc par les branches d'origine, qui vont nous occuper tout de suite, et ensuite, dans une deuxième partie, on parlera plus spécifiquement du tronc-porte. Hein. Dans une troisième partie, donc, on abordera plus en détail cette fameuse segmentation portale, et ensuite, dans une quatrième partie, nous aborderons les anastomoses porte-caves. Hein, puisqu'il faut ici dire un mot sur les anastomoses porte-caves. Donc, les anastomoses porte-caves sont donc situées à des endroits du système porte qui communiquent avec le système cave. Hein. Ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent sur le système porte, c'est que le système porte est placé en parallèle du système cave. Hein. Enfin, on l'avait compris avec ce schéma-là, mais du coup, effectivement, la zone hépatique n'est pas le seul endroit où le système cave communique avec le système porte. Je veux, pour exemple ici, les anastomoses entre les veines rectales supérieures qui vont constituer la veine mésentérique inférieure avec le territoire des veines rectales moyennes et inférieures ici. Hein, donc c'est-à-dire que la distribution des vénules ici, les différents territoires capillaires se chevauchent et sont anastomosés entre elles. Hein. Et donc effectivement, c'est ce qu'on appelle une anastomose porte-cave. Donc habituellement, ces anastomoses ne sont pas fonctionnelles ou très peu. Hein, et c'est à partir du moment où on a un obstacle généralisé ou localisé sur le système porte que, effectivement, sous la pression du sang s'accumulant dans les organes, eh bien, ces anastomoses vont être mises en place. Et donc imaginons qu'on a un obstacle sur la veine mésentérique inférieure et que le sang ne peut plus se diriger vers le système porte, hein, c'est le courant qui se fait de manière préférentielle, eh bien ce sang-là, sous la pression, va mettre en œuvre, va mettre en jeu les anastomoses porte-caves au niveau rectal, ce qui, par l'afflux plus ou moins massif de sang, va provoquer potentiellement une dilatation importante des veines, de par la nature accentuée du débit local, et effectivement, cela va provoquer, si la dilatation perdure, cela va provoquer ce qu'on appelle tout simplement une hémorroïde ou des hémorroïdes s'il y en a plusieurs. Hein. Et donc effectivement, l'intérêt de connaître l'anatomie de ces différentes anastomoses porte-caves, il est bien entendu clinique et thérapeutique. Hein. Donc c'est pour ça que nous traiterons beaucoup plus en détail ces différentes anastomoses qui sont nombreuses, les principales étant effectivement les anastomoses rectales ici et les anastomoses porte-caves ésophagiennes, mais il y en a d'autres comme nous le verrons. Il y a les para-ombilicales aussi, hein, via le ligament rond et sa veine du ligament rond, qui est un vestige embryologique des veines ombilicales. Voilà. Donc, autre information à apporter sur ce système porte, c'est un système totalement avalvulé, aucune valvule anti-reflux sur son trajet, et la pression moyenne au sein de ce système, à l'état normal, est située entre 3 et 5 mm de mercure. Voilà. Voilà. Et la mesure justement de cette pression intra-portale se fait par la rate. Hein. Donc en passant par la rate, on peut effectivement, grâce à des appareils de manométrie, mesurer la pression intraportale. Et de la même façon, on peut injecter via la rate des produits de contraste qui vont nous permettre de produire une splénophlébographie. Hein. Donc, notons également, pour finir, que certains auteurs désignent la veine splénique et la rate comme étant placées en dérivation sur le système porte, enfin sur l'axe vraiment de la veine mésentérique supérieure et du tronc porte, hein, qui est vraiment très verticale, avec quand même une concavité latérale droite, mais effectivement le fait que la veine splénique s'abouche à angle droit dans le prolongement de la veine mésentérique supérieure par le tronc porte fait dire à ces auteurs effectivement que la rate est placée en dérivation sur le trajet global du système porte, qui draine effectivement plutôt des organes digestifs
Et voilà, et la rate faisant exception puisque c'était un organe hématopoïétique.